Le stress pour les nuls. Alors ça veut dire quoi? Bon, ça veut pas dire que vous êtes nul, ça veut pas dire que je suis nul. Ça veut dire que le stress, c'est pas toujours facile à comprendre. Alors facile de dire je suis stressé, je me sens pas bien, etc. Bon. Oui, mais le stress, c'est quoi? Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres cours, hein, mais aujourd'hui je voudrais affiner un petit peu plus parce que je sais que quelques-uns parmi vous n'ont pas tout compris. Donc là, ce que je vais faire trois niveaux d'explication. Alors, donc il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être dites dans un premier temps, puis ensuite, si vous avez bien compris, vous pourrez quitter ce cours. Si vous n'avez pas trop compris, je vous invite à écouter le deuxième niveau d'explication. Et si à la suite du deuxième niveau d'explication, vous n'avez toujours pas compris, eh bien passez au troisième niveau d'explication. Hein, donc ce cours est divisé en trois parties. Bon, je ne fais pas trois cours séparés. Hein, je vous laisse le loisir de savoir à quel moment il faut changer, il faut s'arrêter ou si vous voulez continuer. Vous pouvez aussi commencer par le milieu ou voire commencer par le dernier tiers. Bon, il faut trouver où c'est. Hein. Donc aujourd'hui, il s'agit de comprendre en quoi le contrôle du taux sanguin de cortisol et la résilience permettent de comprendre ce que c'est que l'état de stress, en fait. Et comment également, une fois que l'agent stresseur n'existe plus, eh bien, comment est-ce que l'on peut retrouver notre état normal? Comment c'est possible? Ce que l'on appelle la résilience, c'est-à-dire revenir à l'état, ou vers l'état dans lequel nous étions avant que l'agent stresseur nous ait vraiment stressé, ou mis en tout cas dans un état de stress. Donc il faut bien distinguer l'agent stresseur du stress aigu ou chronique. Bon, le chronique, on n'en parlera pas aujourd'hui. Là, il s'agit essentiellement de comprendre le stress aigu, mais en détaillant, en essayant de bien comprendre pour que lorsque vous aurez quitté ce cours, ce soit clair dans votre tête. Donc, le stress aigu, c'est un état qu'il y a en vous, en nous, lorsque nous faisons face à un agent stresseur. Autrement dit, lorsque nous sommes stressés, ça veut dire nous sommes dans un état de stress aigu, par exemple. C'est-à-dire qui ne va pas durer longtemps. Donc, on va essayer de comprendre donc, ce contrôle du taux sanguin de cortisol qui va nous permettre de comprendre une partie de ce stress aigu, puisque la première partie concerne l'adrénaline qui va être sécrétée, mais ensuite, avec un petit retard, il y aura le cortisol qui sera sécrété également. Et nous verrons que le cortisol lui-même va contrôler sa propre sécrétion, et ainsi permettre à l'organisme de revenir dans son état normal, c'est-à-dire ce que l'on appelle la résilience. Voilà. Donc autrement dit, tout va très bien. Un agent stresseur se présente à nous. Nous réagissons inconsciemment de manière à lutter contre cet agent stresseur. Alors, il y a différentes façons de lutter. Ça peut être fuir, combattre ou autre chose. Et puis, nous allons essayer de voir donc en quoi ces hormones, adrénaline, cortisol, interagissent dans notre corps pour faire en sorte que nous puissions combattre cet agent stresseur. Alors, le cortisol, il exerce en retour un rétrocontrôle négatif sur la libération de CRH par l'hypothalamus et favorise le rétablissement de conditions de fonction durables. Alors là, on va un petit peu plus en avant, puisqu'on parle du cortisol, alors que d'abord, dans le cours, il va falloir parler de l'adrénaline. Alors, ce taux de cortisol, lui, il est soumis à une régulation. C'est ce que nous allons détailler, qui permet de limiter la durée et les effets de la réponse hormonale qui est induite par le ou les agents stresseurs. Donc, on va essayer de montrer que la résilience
lorsqu'il y a un stress aigu, donc après le stress aigu, il est obtenu grâce à un système de régulation par rétrocontrôle négatif du taux sanguin de cortisol. Autrement dit, le cortisol lui-même, donc sa sécrétion, son taux plasmatique, va réguler le fait qu'il va être encore sécrété ou non par les glandes cortico-surrénales. Donc nous allons parler en parallèle donc, du système de régulation du cortisol sous forme d'un modèle que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc à la suite de ce cours, en fin de cours, vous devrez savoir extraire et organiser des informations pour schématiser une boucle de régulation neuro-hormonale. Donc il faut intervenir à la fois le système nerveux et le système hormonal. Vous devez savoir également positionner sur un schéma bilan les interactions entre les trois systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires. Et savoir utiliser un modèle pour expliquer la notion de boucle de régulation neuro-hormonale et la notion de résilience. Donc, ce qui fait suite à l'étude de la libération accrue de cortisol sous l'influence d'un agent stresseur, va nous permettre de comprendre comment l'organisme va retrouver un état normal, c'est-à-dire faire preuve de résilience. Alors pour ça, nous allons voir d'abord un modèle simple de régulation, du système de régulation dans le cas général, puis approprié au cas du stress aigu. Nous allons parler évidemment de résilience, qui va être un retour à l'état normal suite à l'état de stress. Et puis nous allons voir donc que le rétrocontrôle du cortisol sur l'hypothalamus est dû au cortisol lui-même. Enfin, le cortisol lui-même va intervenir. Donc, essayons de commencer par essayons de comprendre donc ce modèle de régulation circulaire, et nous allons essayer de mettre en évidence et de définir, pour essayer de mettre en évidence et définir la notion de rétroaction négative. Alors, quand on parle de régulation dans l'organisme, donc on parle d'un modèle de système régulé, c'est un ensemble de mécanismes capables de maintenir une variable à une valeur constante en compensant les modifications de cette variable par des effets inverses de ceux de la variation d'origine. Donc là, on va comprendre donc ce modèle circulaire qui permet de bien mettre en évidence la notion de rétroaction, c'est-à-dire que la valeur corrigée de la variable est réintroduite dans le système. Donc, je vous répète la définition du système de régulation. C'est un ensemble de processus capables de maintenir une variable biologique à une valeur de référence en compensant négativement ces variations à la hausse et en compensant positivement ces variations à la baisse. On parle de boucle de régulation. Par exemple, dans le sang, la valeur de référence d'une hormone est en permanence perturbée. C'est le cas du cortisol, dont il faut réguler sa variable pour la ramener à sa valeur de référence. Si le cortisol est sécrété en excès, sa valeur biologique va augmenter. S'il est dégradé ou fixé sur des cellules cibles, sa valeur va diminuer. Alors, que se passe-t-il au cours d'une boucle de régulation? Eh bien, si la valeur de référence du cortisol subit une variation, celle-ci est perçue par des capteurs. Ces capteurs transmettent l'information à un centre de contrôle. Ce centre de contrôle agit sur des organes effecteurs et ces organes effecteurs ramènent le taux sanguin de cortisol à sa valeur de référence. Au cours de cette boucle de régulation, la valeur de la variable corrigée est réinsérée dans le système de régulation. Ce retour
constituant un rétrocontrôle négatif. Mais que se passe-t-il dans le cas de la régulation du stress aigu et du retour à la résilience? Puisque là, on a parlé de boucle de régulation dans le cas général. Mais si on applique cette boucle de régulation au cas du stress, que se passe-t-il? Eh bien, que se passe-t-il donc dans ce cas de régulation du stress aigu et du retour à la résilience? Je répète. Premièrement, une perturbation du métabolisme s'impose suite à l'apparition d'un agent stresseur. Deuxièmement, des capteurs stimulent le centre de contrôle, l'hypothalamus, qui libère alors l'hormone CRH qui passe dans le sang de la tige pituitaire. Donc c'est du sang qui est situé entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Troisièmement, CRH, donc l'hormone CRH, parvient à la glande hypophyse, qui est un effecteur, qui sécrète alors ACTH, qui est une hormone, qui passe à son tour dans le sang. Donc cette fois-ci dans la circulation systémique, c'est-à-dire dans la circulation générale. L'ACTH parvient à la glande cortico-surrénale, qui est un effecteur, qui, stimulé, sécrète le cortisol, qui agit dans l'organisme. Nous en reparlerons évidemment. Cinquièmement, la quantité de cortisol est perturbée et donc la variable à réguler est en hausse. Lorsque la perturbation a disparu, le cortisol se fixe sur des récepteurs du complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui a pour effet d'inhiber ce complexe hypothalamo-hypophysaire. De ce fait, moins de CRH et d'ACTH sont sécrétés et en conséquence moins les corticosurrénales sécrètent moins de cortisol. C'est un rétrocontrôle négatif qui permet la résilience, c'est-à-dire le retour à la normale. Donc bien comprendre que si on constate qu'il y a une hausse du cortisol, c'est parce que au cours de cette boucle de régulation, des phénomènes se sont mis en place. Il y a eu une perturbation qui a fait augmenter le taux de cortisol. Oui, mais d'où vient ce cortisol? Il vient des corticosurrénales. Mais pourquoi est-ce que les corticosurrénales ont sécrété du cortisol? Eh bien parce que l'hormone ACTH est venue se fixer sur des récepteurs de la glande corticosurrénale et l'ACTH est produite par l'hypophyse. Pourquoi est-ce que l'hypophyse a produit l'ACTH? Eh bien parce que l'hormone CRH est venue se fixer sur des récepteurs de la glande hypophysaire qui a déclenché la sécrétion d'ACTH. Mais pourquoi est-ce que la CRH est venue se fixer là? Eh bien parce que l'hypothalamus a sécrété l'hormone CRH suite à des capteurs, suite à une stimulation en fait qui s'est faite au niveau du cerveau, puisque le cerveau intègre les informations qui proviennent des différents organes des sens. Donc ça veut dire que le cerveau est un déclencheur de cette boucle de régulation, mais ce sont des réactions qui sont plus ou moins stéréotypées. Alors, la résilience, c'est un retour au calme. Tout à l'heure, on a vu donc ce système de régulation à travers la boucle de régulation. Et là, on va essayer de comprendre, à travers des résultats de mesure du taux de cortisol, eh bien, comment la résilience peut permettre le retour au calme. La quantité de cortisol libérée lors d'un entretien d'embauche double avant de retrouver sa valeur initiale. C'est un exemple bien concret. Là, on a bien la notion de résilience. Si
suite à l'entretien, la quantité de cortisol revient à sa valeur normale. La résilience, c'est la capacité à retrouver un équilibre après un événement exceptionnel. C'est-à-dire un événement qui nous touche, un événement qui nous perturbe. Dans le cas d'un stress, la résilience, c'est la capacité à retrouver un fonctionnement normal en réaction à un agent stresseur. Un graphique mesurant la quantité de cortisol sanguin en fonction du temps, avant et après l'influence d'un agent stresseur, a pu mettre en évidence cette résilience. Imaginons que l'agent stresseur soit un oral de baccalauréat. Premier point, un groupe de 14 lycéens isolés lisait des magazines pendant 20 minutes. Leur taux à peu près constant de cortisol était de 6 nanomoles par litre de sang. Alors, procurez-vous le graphe des résultats de mesure du taux de cortisol, donc quantité de taux de cortisol en fonction du temps et en présence d'un agent stresseur que l'on va mettre en avant pendant un petit laps de temps. Deuxième point, vient l'entretien pendant 25 minutes. Le taux moyen de cortisol est monté à 10, puis à 11, bien que l'entretien soit terminé 10 minutes après cet entretien. Donc vous voyez qu'on est passé à l'état de repos, 6 nanomoles par litre, à 10 voire 11 nanomoles par litre. Donc on voit bien que pendant l'entretien et un petit peu après l'entretien, la quantité de cortisol a augmenté. Le taux est ensuite descendu régulièrement en 1 heure pour reprendre une valeur de départ à 6 nanomoles par litre de sang. Donc vous voyez que là c'est un stress aigu, tout va bien, le taux de cortisol est à sa valeur biologique normale, valeur de référence. L'entretien, le taux de cortisol augmente, fin de l'entretien, le taux de cortisol augmente encore un peu après la fin de l'entretien, puis finit par diminuer pour se stabiliser à la valeur de référence. Conclusion, l'agent stresseur, l'entretien dans ce cas, a fait augmenter le taux de cortisol sanguin, puis les lycéens ont retrouvé la résilience, donc l'équilibre de départ, une fois l'entretien terminé, donc une fois l'agent stresseur disparu. Il s'agit là d'un constat. Le problème est maintenant de savoir expliquer non seulement l'augmentation de cortisol et en conséquence ses effets, mais aussi son retour à la normale lorsque l'agent stresseur n'existe plus. Là, on a simplement constaté que le taux de cortisol augmentait. Mais on n'a pas expliqué d'où vient ce cortisol. Donc là, il s'agit de montrer qu'une injection d'une grande quantité de cortisol diminue les sécrétions de CRH et d'ACTH. L'existence de récepteurs hypothalamiques situe le niveau d'action du cortisol. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. On dit qu'une grande injection de cortisol diminue les sécrétions de CRH et d'ACTH. Et là, on comprend que s'il y a un excédent de cortisol, ça veut dire qu'on va comprendre le mécanisme qui permet la résilience. En fait, le résultat, ce sera que le cortisol va se fixer sur des récepteurs du complexe hypothalamo-hypophysaire et empêcher la sécrétion d'une part de CRH par l'hypothalamus et d'autre part d'ACTH par l'hypophyse. Si vous avez compris ça, vous pouvez arrêter le cours.
Bon, non, peut-être pas quand même. Alors, comme pour toutes les hormones, le cortisol se fixe sur des cellules cibles qui modifient alors leur métabolisme. Parmi les cellules cibles, il y a des cellules hépatiques du foie et des cellules cérébrales de l'hypothalamus et de l'hippocampe, par exemple. Suite à la fixation du cortisol sur les récepteurs cérébraux, on constate qu'étrangement, la concentration sanguine du cortisol lui-même est modifiée. Donc, le cortisol agit sur le cortisol. Ou plus exactement, la fixation du cortisol sur les cellules cibles cérébrales agit sur sa propre concentration sanguine. Comment c'est possible? Observons l'influence d'une injection unique de cortisol sur un seul graphique représentant les concentrations de CRH, d'ACTH et de cortisol en fonction du temps. Donc je vous invite à trouver ce graphique. Que montre une courbe témoin? Si CRH augmente, alors ACTH augmente, et lorsque ACTH augmente, alors le cortisol augmente. Facile à comprendre. À l'inverse, si le CRH diminue, alors ACTH diminue, et lorsque ACTH diminue, alors le cortisol diminue. Donc la sécrétion de cortisol est dépendante de la sécrétion d'ACTH, qui elle-même est dépendante de la sécrétion de CRH. Il y a donc une communication entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes corticosurrénales, puisque ces glandes sécrètent respectivement CRH, ACTH et le cortisol. Que montre la courbe lorsque le cortisol est injecté? L'injection de cortisol induit l'augmentation du cortisol sanguin, qui reste à un niveau élevé et, étrangement, CRH et ACTH ne sont plus sécrétés. Leur taux sanguin est nul. On en déduit que si le cortisol augmente par rapport à sa valeur de référence, ce cortisol inhibe la sécrétion de CRH hypothalamique et la sécrétion hypophysaire d'ACTH. Par conséquent, le cortisol en excès, du fait d'une concentration sanguine trop importante, se fixe sur les récepteurs des cellules cibles de l'hypothalamus et de l'hypophyse, ce qui annule les sécrétions de CRH et d'ACTH, et donc, en même temps, celles du cortisol par les glandes corticosurrénales. On dit que le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse. Ainsi, le cortisol contrôle sa propre sécrétion. Selon le nombre de récepteurs ayant fixé le cortisol, il y aura une modulation des sécrétions de CRH et d'ACTH et donc une modulation de la sécrétion du cortisol
par les glandes cortico-surrénales. Ce rétrocontrôle négatif, assuré par le cortisol, est un système de régulation qui permet la résilience et donc le retour à la normale. Ce système de régulation est ainsi un ensemble de processus capables de maintenir la variable biologique du cortisol à une valeur de référence en compensant négativement ces variations à la hausse et en compensant positivement ces variations à la baisse. On parle de boucle de régulation entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes cortico-surrénales. Il assure ainsi, ou plutôt cette boucle de régulation assure ainsi, la résilience. Donc n'oubliez pas que vous devez être capable d'identifier le capteur de l'hypothalamus par la présence des récepteurs du cortisol, la voie afférente au capillaire sanguin qui véhicule l'hormone CRH de l'hypothalamus à l'hypophyse, le centre de contrôle à l'hypophyse, la voie afférente à la circulation sanguine générale qui conduit l'ACTH aux glandes surrénales, et enfin, ces dernières aux effecteurs qui réduiront leur sécrétion de cortisol. Cette correction constitue évidemment un rétrocontrôle négatif. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Mais j'ai dit que vous devez être capable d'identifier le capteur de l'hypothalamus par la présence des récepteurs au cortisol. Vous devez être capable d'identifier la voie afférente au capillaire sanguin qui véhicule l'hormone CRH de l'hypothalamus à l'hypophyse. Donc au niveau de la tige pituitaire, qui est en quelque sorte un système porte. Vous devez être capable d'identifier le centre de contrôle à l'hypophyse, la voie afférente de la circulation sanguine générale qui conduit la CTH ou glande surrénale, et enfin ces dernières aux effecteurs qui réduiront leur sécrétion de cortisol. Et donc là, on a bien un rétrocontrôle négatif. Alors on peut faire un premier bilan, et si à la suite de ce premier bilan vous avez bien compris, vous pouvez arrêter le cours, sinon passer au deuxième niveau d'explication, voire le troisième qui va venir après ce laps de temps. Donc premier bilan, la résilience permet le retour à l'équilibre de l'organisme par rétrocontrôle négatif du cortisol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Le retour à un état d'équilibre se réalise grâce à une boucle de régulation par le cortisol lui-même. Des récepteurs au cortisol sont présents sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus. La fixation du cortisol sur ces récepteurs inhibe l'hypothalamus et l'hypophyse qui, en réponse, des récepteurs au cortisol sont présents sur l'hypophyse et l'hypothalamus. La fixation du cortisol sur ces récepteurs inhibe l'hypothalamus et l'hypophyse, qui, en réponse, produisent moins de CRH et d'ACTH, réduisant la production de cortisol par les glandes cortico-surrénales. Cette rétroaction négative ramène le niveau de cortisol à un niveau faible. Les réponses adaptatives disparaissent. L'organisme revient peu à peu à son état initial, le stress ayant été surmonté. L'organisme témoigne ici de sa capacité de résilience face à une perturbation. Donc bilan, le cortisol exerce en retour un rétrocontrôle négatif sur la libération de CRH par l'hypothalamus et favorise le rétablissement des conditions de fonctionnement durable. On parle de résilience, alors bien entendu, l'hypophyse est également mis en jeu. Conclusion, donc le système nerveux est impliqué dans ces mécanismes physiologiques
et interagit avec les autres systèmes biologiques de l'organisme. Il s'agit d'une réponse normale de l'organisme, on parle de stress aigu. Il s'agit d'une réponse normale, donc il s'agit ce que l'on appelle le stress aigu, je répète. Ces différentes voies physiologiques sont coordonnées au sein d'un système qualifié de complexe et permettent l'adaptabilité de l'organisme. Donc, si on résume sous forme d'un schéma, entre parenthèses, je vous invite à voir les vidéos suivantes concernant l'IFS Centre, 6 excellentes vidéos sur les traumatismes et la thérapie, dont celle-ci, traumatismes et leurs conséquences sur le cerveau. Alors, il faut les trouver, hein. Si vous ne les trouvez pas, dites-le moi, je vous enverrai un lien. Donc, si on résume sous forme de schéma, on a un agent stresseur, le cerveau intègre les informations. Quelles informations? Eh bien, les informations sensorielles. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, l'odorat. Les yeux, on voit quelque chose. On voit l'agent stresseur, par exemple. Mais ça peut être un bruit aussi. Ça peut être autre chose. Donc le cerveau reçoit les informations de la part des organes des sens et va intégrer les informations, c'est-à-dire les comprendre en quelque sorte. Et donc le cortex préfrontal va intervenir en relation avec le système limbique et en relation avec l'hypothalamus. Et puis également le cortex préfrontal va intervenir sans forcément passer par le système limbique et va pouvoir aller directement pour interagir avec l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus va sécréter l'hormone CRH qui va activer l'hypophyse qui va sécréter ACTH et donc l'ACTH va activer les corticosurrénales qui vont sécréter le cortisol qui va agir dans l'organisme en augmentant la glycémie et en inhibant le système immunitaire. Mais le système nerveux autonome peut également intervenir pour interagir sur la glande médullosurrénale qui va sécréter alors l'adrénaline qui va augmenter la glycémie, augmenter la fréquence cardiaque, de même que la fréquence respiratoire. Donc on a un axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien qui intervient grâce à une communication hormonale, mais on a également, lorsqu'il y a trop de cortisol, eh bien, une fixation du cortisol sur l'hypothalamus et l'hypophyse, et cette fixation va inhiber les sécrétions de CRH et d'ACTH, et donc inhiber la sécrétion de cortisol. Donc de ce fait-là, la quantité de cortisol va diminuer dans l'organisme, et on parlera de résilience, puisque le cortisol, à ce moment-là, va revenir à son état normal. Donc si vous avez compris, vous pouvez éteindre votre ordinateur, sinon vous avez un autre niveau d'explication. Si vous n'avez pas tout compris, alors écoutez ce deuxième bilan. Pour bien comprendre en quoi l'organisme se protège face à un agent stresseur, il est nécessaire d'insister sur la signification du stress aigu, de la phase d'alarme, de la phase de résistance, du rétrocontrôle négatif et de la résilience. Pourquoi parle-t-on de stress aigu? Premier point, il s'agit d'une réponse tout à fait normale lorsqu'un agent stresseur s'impose à nous. Elle est nécessaire car elle permet à l'organisme de s'adapter afin de faire face à une situation stressante. Bien que cette réponse adaptative de l'organisme soit à la fois physiologique, cognitive, émotionnelle et comportementale, elle est stéréotypée, c'est-à-dire toujours la même, avec une augmentation des fréquences cardiaques et respiratoires, une mobilisation du glucose, ainsi qu'une libération dans le sang d'adrénaline. On parle de la phase d'alarme. Et libération également dans le sang de cortisol. On parle alors de phase de résistance. Nous préciserons plus loin de quoi il s'agit. Deuxième point, face à l'agent stresseur, le système limbique est rapidement activé. Il s'agit d'une partie du système nerveux composée de l'hypothalamus, de l'amygdale
hippocampe et cortex frontal. Cette activation des neurones du système limbique déclenche deux phases de réponse successives. D'abord une phase d'alarme qui fera intervenir l'adrénaline et ensuite une phase de résistance qui intervient un petit peu plus tard qui va concerner le cortisol. Que se passe-t-il pendant la phase d'alarme? Premier point, la médulo-surrénale libère de l'adrénaline dans le sang. Comment? Eh bien, de manière indirecte, par l'intermédiaire de relais synaptiques, les neurones hypothalamiques déclenchent l'exocytose d'adrénaline par les cellules chromaffines de la médulo-surrénale. En effet, elles sont innervées par le nerf splanchnique dont les axones font synapse sur ces cellules. Le neuromédiateur est l'acétylcholine. Donc, suite à la fonction de ces rôles ou à l'activation des synapses, eh bien, cette activation déclenche la sécrétion d'adrénaline qui sera déversée dans le sang. L'adrénaline va se fixer sur les récepteurs périphériques spécifiques, récepteurs adrénergiques, et, deuxième point, déclencher une augmentation des rythmes cardiaques et respiratoires, de même qu'une augmentation de la glycémie, qui permettra de mobiliser rapidement le glucose en vue de produire davantage d'énergie grâce à la respiration cellulaire, c'est-à-dire grâce à l'oxydation du glucose par le dioxygène, amplifiée au niveau des muscles concernés, la jambe par exemple pour fuir, ou les bras pour combattre. Troisièmement, que se passe-t-il pendant la phase de résistance? Premier point. Elle est un peu plus tardive. Elle succède à la phase d'alarme qui libère l'adrénaline par la médulo-surrénale et se caractérise par la sécrétion de cortisol par la cortico-surrénale grâce donc à l'activité de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Elle met donc en jeu l'axe hypothalamo-hypophysio-cortico-surrénalien. Deuxième point, le système limbique possède un réseau complexe de neurones. Ce réseau converge vers le noyau paraventriculaire, que l'on appelle NPV, de l'hypothalamus, qui sécrète alors la CRH. Troisième point, la sécrétion de CRH par l'hypothalamus entraîne la sécrétion d'ACTH par l'hypophyse, plus exactement par les cellules adréno-corticotropes. Quatrième point, la sécrétion d'ACTH entraîne la sécrétion de cortisol par les cellules de la glande cortico-surrénale. Les actions de l'adrénaline et du cortisol sont coordonnées. Celui-ci augmente le cortisol, augmente la glycémie et inhibe le système immunitaire. Et cinquième point, au cours des phases d'alarme et de résistance, les réactions physiologiques impliquent des réactions comportementales telles que la fuite ou le combat, mais aussi quelquefois la sidération, c'est-à-dire dans certaines conditions, dans certaines situations, une immobilisation complète, le sujet étant incapable de réagir. Quatrièmement, comment revient-on à l'état normal? C'est-à-dire, comment se fait la résilience comme s'il n'y avait pas eu d'agent stresseur? La réponse sera associée au rétrocontrôle négatif. Premier point, lorsque les processus des phases d'alarme et de résistance sont terminés, le cortisol lui-même va exercer un rétrocontrôle négatif sur les sécrétions de CRH et d'ACTH en se fixant sur les récepteurs des cellules cibles situées sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse. Cette fixation a pour effet de faire revenir les taux des hormones à leur valeur de référence, valeur biologique, d'avant le stress aigu. En conséquence,
les fréquences cardiaques et respiratoires, de même que la glycémie, reprennent leur valeur physiologique habituelle en absence de tout stress. C'est ce que l'on appelle la résilience. Deuxième point, les voies de communication nerveuse et hormonale agissent de manière coordonnée, complémentaire, ce qui permet à l'organisme de s'adapter aux agents stressants. Alors, si vous n'avez toujours pas trop compris, alors écoutez bien cet autre bilan. En situation de stress, l'organisme s'adapte en adaptant son comportement pour faciliter la résilience, c'est-à-dire le retour à l'état normal. Le stress aigu est un mécanisme d'adaptabilité qui permet la résilience et qui se divise en deux mécanismes. D'une part, une réponse immédiate à l'agent stresseur, et d'autre part, une réponse plus tardive à l'agent stresseur et le retour à l'équilibre appelé résilience. Premièrement, lors du stress aigu, quelle est la réponse immédiate à l'agent stresseur? Essayons de comprendre en quoi consiste la réponse immédiate à l'agent stresseur. Tout va bien. Mais soudain, vous êtes interpellé par un agent stresseur, c'est-à-dire par un stimulus provenant de votre environnement ou de votre organisme. Stimulé, le système limbique intervient et envoie un message nerveux vers les glandes médulo-surrénales qui, en retour, sécrètent de l'adrénaline qui représente un message hormonal. L'adrénaline a des effets sur l'organisme. Augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la fréquence respiratoire et libération de glucose dans le sang, donc la glycémie augmente. Essayons de préciser davantage. Premier point, certaines structures du cerveau et les voies nerveuses sont impliquées lors du stress aigu. Deuxième point, en effet, lorsque l'agent stresseur est identifié, le système limbique est activé, notamment les structures impliquées dans les émotions comme l'amygdale. Ces structures envoient alors des messages nerveux qui seront transmis à différents organes cibles, dont les glandes médulo-surrénales, qui sécrètent alors l'adrénaline. Troisième point, les effets de l'adrénaline vont se faire sentir suite à sa fixation sur les organes cibles. Les conséquences seront l'augmentation des rythmes cardiaques et respiratoires et la libération de glucose dans le sang, autrement dit l'augmentation de la glycémie. Donc il y aura plus de glucose et plus de dioxygène du fait de l'augmentation du rythme respiratoire et l'augmentation du rythme cardiaque. Et vu que le sang circule plus vite, le glucose et le dioxygène arrivent plus vite là où les organes vont être mobilisés pour réagir, telle la fuite ou la défense par exemple. Donc en résumé, la réponse immédiate face à l'agent stresseur fait intervenir la voie nerveuse grâce au système limbique, qui envoie des messages nerveux à la glande surrénale, qui sécrète alors de l'adrénaline, qui augmente le rythme respiratoire, le rythme cardiaque et la glycémie, afin de réagir au plus vite face à l'agent stresseur. Deuxièmement, lors du stress aigu, en quoi la réponse tardive à l'agent stresseur permet-elle le retour à l'équilibre, c'est-à-dire la résilience? Essayons de comprendre cette réponse tardive et comment la résilience est possible, donc le retour à l'état normal. La réponse tardive face à l'agent stresseur fait suite à la réponse immédiate vue précédemment qui faisait intervenir la voie nerveuse grâce au système limbique qui envoyait des messages nerveux à la médulo-surrénale, qui sécrétait alors de l'adrénaline, qui augmentait les rythmes cardiaques et respiratoires et la glycémie. Ceci afin de réagir plus vite face à l'agent stresseur en mobilisant une grande quantité d'énergie.
La réponse tardive face à l'agent stresseur fait intervenir la voie hormonale grâce au complexe hypothalamo-hypophysaire qui envoie des messages hormonaux à la glande cortico-surrénale qui sécrète alors le cortisol qui facilite la libération de glucose plasmatique et, entre autres, qui inhibe certaines fonctions de la réponse immunitaire. Concrètement, lorsque l'agent stresseur est détecté, donc perçu par les organes des sens qui mobilisent alors les fonctions cérébrales, et bien, l'hypothalamus libère une hormone, la CRH, qui stimule la sécrétion d'ACTH par l'hypophyse, laquelle hormone agit sur la glande cortico-surrénale qui sécrète alors le cortisol. On peut se demander ce qui se passe lorsque l'agent stresseur disparaît. C'est-à-dire qu'alors, le cortisol n'a plus lieu d'être présent. Et donc que le retour à la normale, aux résiliences, impose la disparition de ce cortisol. En réalité, le cortisol peut se fixer sur des récepteurs de l'hypothalamus et de l'hypophyse, ce qui provoque l'inhibition du complexe hypothalamo-hypophysaire. Par conséquent, l'hypothalamus libère moins de CRH et donc moins d'ACTH par l'hypophyse et donc moins de cortisol par la cortico-surrénale. Autrement dit, le cortisol lui-même inhibe sa propre sécrétion. Ce mécanisme est appelé rétrocontrôle négatif. Il est à l'origine de la résilience, c'est-à-dire au retour à la situation normale de l'organisme. Essayons de résumer cette réponse tardive puis la résilience. Première étape, un stimulus se présente, c'est un agent stresseur. Deuxième étape, il est détecté par les organes des sens, ce qui induit une libération, pas une libération, mais une intégration de la part de certaines zones du cerveau qui activent l'hypothalamus. Troisième étape, l'hypothalamus envoie un message hormonal en sécrétant CRH qui passe dans le sang et va se fixer sur des récepteurs de l'hypophyse. Quatrième étape, stimulée, l'hypophyse envoie à son tour un message hormonal en sécrétant l'hormone ACTH qui passe dans le flux sanguin et va se fixer sur des récepteurs de la glande cortico-surrénale. Cinquième étape, stimulée, la cortico-surrénale envoie un message hormonal en sécrétant le cortisol qui passe dans le flux sanguin et diffuse dans l'organisme pour se fixer sur des récepteurs disséminés ici et là, une fixation qui facilite la libération de glucose dans le sang et inhibe certaines fonctions comme certains aspects de la réponse immunitaire. Sixième étape, lorsque l'agent stresseur disparaît, le cortisol n'a plus lieu d'être présent, il va inhiber sa propre sécrétion en allant se fixer sur des récepteurs de l'hypothalamus et de l'hypophyse qui, de ce fait, ne vont plus sécréter de CRH ni d'ACTH et donc ne plus diffuser de message hormonal en direction de la cortico-surrénale, ce qui elle, ne sécrétera plus de cortisol. Ce mécanisme est appelé rétrocontrôle négatif. Septième étape, l'organisme retrouve alors son état normal, c'est la résilience. Problème, si la résilience n'est pas possible, ce que nous verrons dans les prochains cours, nous parlerons de stress chronique et non plus de stress aigu. Troisièmement, reprenons l'explication de manière générale pour savoir en quoi le stress aigu est un mécanisme d'adaptabilité dont l'objectif est censé être la résilience. Essayons de comprendre en quoi le stress aigu permet cette résilience. Plaçons-nous dans un environnement normal dans lequel il n'y a aucune situation stressante. Soudain, une perturbation de l'environnement nous trouble. Cette perturbation est un stimulus appelé agent stresseur. L'organisme va mettre en place des réponses physiologiques appelées stress aigu. Il s'agit d'une adaptation physiologique de l'organisme, donc une adaptation de l'organisme qui va permettre le retour à l'équilibre, c'est-à-dire le retour à la résilience, état dans lequel nous étions avant la perturbation.
Essayons de préciser davantage. Premier point. Un stress aigu est une somme de réponses dans notre corps tout à fait normale et qualifiée de ponctuelle au sein d'un organisme troublé par un stimulus de son environnement, extérieur ou intérieur, stimulus appelé agent stresseur. Un agent stresseur peut être d'origine biologique, physique, chimique ou sociale. L'origine biologique peut être une maladie, une blessure, la puberté, la ménopause, etc. L'origine physique peut être la température, la pression, le bruit, un volcan, un séisme, une catastrophe naturelle ou humaine, etc. L'origine chimique peut être le tabac, l'alcool, la drogue, les pesticides, diverses substances chimiques, etc. L'origine sociale peut être un examen, les dettes, le chômage, un entretien, un divorce, un mariage, etc. Deuxième point, la réponse à un agent stresseur se manifeste par des sécrétions d'hormones, adrénaline d'abord, puis cortisol, quelques minutes plus tard. Donc le cortisol est une hormone dont le rôle sera globalement d'augmenter les fréquences cardiaques et respiratoires, de même que la glycémie, alors rôle plutôt adapté à l'adrénaline. Mais le cortisol a son rôle également à jouer. L'ensemble de ces réponses assure un approvisionnement rapide aux organes qui assureront par exemple la fuite ou la défense, organes qui auront besoin d'énergie supplémentaire que la respiration cellulaire amplifiera. En effet, plus de glucose et de dioxygène arrivera aux muscles et donc plus d'oxydation du glucose par ce dioxygène, avec pour conséquence plus d'ATP produit, donc adénosine triphosphate, et donc d'énergie mobilisable, puisque l'ATP est une molécule assurant ce rôle énergétique pour les réactions du métabolisme qui en ont besoin, en l'occurrence ici les contractions musculaires pour fuir ou pour se défendre face à l'agent stressant. Troisième point, suite à ces réactions, l'organisme va retrouver l'état dans lequel il était avant l'apparition de l'agent stresseur. On parle de résilience, qui est la capacité de l'organisme à retrouver son état d'équilibre après avoir été exposé à un agent stresseur. L'un de nos problèmes à résoudre sera de découvrir comment cette résilience est possible. Eh bien en fait non, parce qu'on l'a déjà fait. Et donc ce cortisol est fortement impliqué. Voilà pour les généralités concernant le stress aigu en réponse à l'agent stresseur. On a vu tous les détails relatifs à la réaction immédiate et la réaction tardive. Le cours est terminé. Merci.